Mars 1930. Henri Matisse vogue vers la Polynésie pour ce qui va être le dernier grand voyage de sa vie. Il a embarqué, sans billet de retour, sans même avoir de réservation dans un hôtel de Tahiti. Il est parti comme ça, absolument tout seul, laissant même sur le chevalet de son atelier une toile inachevée. À 60 ans, maître incontesté de la peinture moderne, Matisse est au fait de sa gloire et n'a plus rien à prouver à personne. Mais alors, en quête de quoi est-il donc parti? Lui, dont l'histoire de l'art a généralement gardé soit l'image d'un peintre d'atelier en blouse blanche, soit celle d'un vieil artiste travaillant du fond de son lit, a en fait toujours été un voyageur dans l'âme. Et nombreux furent les voyages qui ponctuèrent des moments importants de sa vie, au point de constituer un moteur essentiel de son œuvre. J'ai toujours eu conscience d'un autre espace dans lequel évoluaient les objets de ma rêverie. Et j'ai toujours été pris par la lumière et sa poésie. La rêverie d'un homme qui a voyagé est autrement plus riche que celle d'un homme qui n'a jamais voyagé. Matisse est un homme du nord de la France, né non loin de la frontière avec la Belgique. Je suis né chez ma grand-mère, au Cateau-Cambrésis, le 31 décembre 1869. Mon père était établi à quelques lieues de là, à Bohain, où il était marchand de graines. Je n'avais de goût à rien. J'éprouvais une grande indifférence pour tout ce qu'on voulait me faire faire. J'ai demandé à mes parents la permission d'aller à Paris, pour étudier sérieusement la peinture. Je suis allé à l'Académie Julian et me suis inscrit à l'école des Beaux-Arts. Je passais mes journées au Louvre. J'étudiais, selon mes attirances, les maîtres comme dans les lettres, on étudie les auteurs. J'allais d'un Hollandais à Chardin. Mais il fallait copier servilement et non intelligemment. Alors que j'étais à l'école des Beaux-Arts, je logeais quai Saint-Michel, et le peintre Véry habitait la porte à côté. Un été, nous sommes allés à Belle-Île-en-Mer. Mon premier voyage, c'était donc la Bretagne. Ceci fut la première étape de mon évolution. Nous logions près de la côte sauvage. Matisse, ayant appris à peindre en respectant les codes de la peinture classique, ses tout premiers tableaux bretons portent encore la trace de cette palette académique, sans couleur vive ni franche. Je n'avais alors que des bistres et des terres sur ma palette, alors que Véry, lui, avait une palette impressionniste. Comme lui, j'entrepris de travailler sur nature. En travaillant à ses côtés, je remarquais qu'il obtenait plus de luminosité avec ses couleurs primaires qu'il ne m'était possible d'en obtenir avec ma palette qui était celle des maîtres anciens. Lors de son deuxième voyage à Belle-Île, à l'été 1896, Matisse fait la rencontre d'un autre peintre, installé là depuis une petite dizaine d'années, l'Australien John Peter Russell, un des tout premiers post-impressionnistes. Russell travaille en n'ayant qu'un maximum de 6 couleurs franches sur sa palette, qu'il applique en de larges coups de pinceau vigoureux et éclatants. Et bientôt je fus séduit par l'éclat de la couleur pure. La quête de la couleur ne m'est pas venue de l'étude d'autres peintures, mais de l'extérieur. C'est-à-dire de la révélation de la lumière dans la nature.
Durant ce voyage, Matisse commence à explorer un dispositif visuel qui va lui devenir cher. Celui de l'ouverture, que ce soit une porte, comme ici, ou comme ce sera souvent le cas plus tard, une fenêtre. Cette porte ouverte est un tableau d'une étrange modernité. Ni figure humaine, ni nature morte, à peine un paysage. Juste un agencement géométrique de lignes et de surfaces, encadrant ce qui se trouve au cœur de la toile, la lumière, dans toute sa fragilité. La Bretagne a un côté intime et fin qu'il faut pouvoir pénétrer. Sa lumière est particulièrement argentée et ses ciels sont de nacre. Je revins donc de Bretagne avec l'idée d'une palette nouvelle. Petit à petit, je commençais de peindre comme je sentais. J'étais sauvé. La liberté consiste à suivre le chemin que vos qualités vous inclinent à prendre. Libéré de l'influence du Louvre, je me dirigeais vers la couleur. Je fis alors une desserte. Dans celle-ci, la palette du jeune peintre s'éclaire peu à peu. Mêlant au gris, au marron et au bistre, des couleurs plus franches, annonciatrices d'un éblouissement à venir. Début 1898, Henri Matisse vient d'épouser Amélie Parère, originaire de la région de Toulouse. En sa compagnie, il va enfin découvrir le sud de la France, car c'est en Corse que les jeunes mariés ont choisi d'effectuer une partie de leur voyage de noces. C'est à Ajaccio que j'ai eu mon grand émerveillement pour le Sud, que je ne connaissais pas encore. C'est en allant dans ce pays merveilleux que j'ai appris à connaître la Méditerranée. Là-bas, j'étais ébloui. Tout brille, tout est couleur, tout est lumière. Henri et Amélie Matisse s'installent dans un appartement situé aux limites de la ville. Pour ce tableau, Henri s'est aventuré sur les collines dominant la mer. Dans le blanc des vagues qui s'abattent sur la plage, des reflets d'émeraude et de rouge vif affleurent. La nature incite l'imagination à la représentation. Mais pour améliorer la qualité picturale de cette représentation, il faut y ajouter l'esprit du paysage. En Corse, Matisse découvre des arbres et des plantes qui lui étaient jusque-là inconnus. Amandiers en fleurs au milieu d'oliviers argentés. Et la mer, bleue, bleue, si tellement bleue qu'on en mangerait. Les grands eucalyptus, au feuillage panaché comme des plumes de coq, et bleu foncé. Les orangers sombre vert avec des fruits, qui sont comme des bijoux sertis. Il voit aussi pour la première fois des palmiers, des cactus, des aloés, des agaves et des figuiers de Barbarie. Entr'ouvrant la porte d'un autre monde qu'il découvrira vraiment quelques années plus tard, et qui lui fera dire: La Corse, c'était l'Orient. Mais bientôt, Amélie est enceinte, et il faut donc rentrer. Malgré les petites distractions d'une lune de miel, j'ai beaucoup travaillé, avec acharnement même. Matisse rapporte en effet pas moins de 55 œuvres, réalisées en Corse en à peine 6 mois. La plupart peintes avec des tons francs et purs, comme le saphir, l'émeraude, la garance, créant une explosion de couleurs qui, pour la première fois dans son œuvre, fait vibrer la lumière méditerranéenne. Amélie décidant d'accoucher près de sa famille, le jeune couple passe les derniers mois de 1898 à Toulouse. Matisse y a l'occasion de poursuivre son exploration du Sud, peignant notamment des oranges de plus en plus lumineuses. Si bien qu'Apollinaire dira plus tard: si l'on devait comparer l'œuvre d'Henri Matisse à quelque chose, il faudrait choisir l'orange. Comme elle, l'œuvre d'Henri est un fruit de lumière éclatante.
De retour à Paris, Matisse s'étiole. Les années 1899 à 1903 sont une période sombre, durant laquelle il peine à vivre de son art. Pour échapper à cette crise d'inspiration, il décide de repartir à la découverte du Sud, pour changer d'horizon et se renouveler. Il choisit d'aller passer l'été à Saint-Tropez avec Amélie et leur fils cadet Jean. Tous trois s'installent dans un cabanon tout près de la Hune, la villa du peintre Paul Signac. À la lumière du Sud, Matisse retrouve dès les premiers jours le désir de peindre. Ainsi, j'ai travaillé à mon tableau, La Terrasse à Saint-Tropez, qui représente en fait le hangar à canaux de la maison de Signac. Celui-ci lui fait bientôt découvrir une nouvelle technique qui utilise de petites touches de couleurs, rondes ou carrées, juxtaposées. C'est le pointillisme, que Signac théorise sous le nom de divisionnisme. Matisse s'y essaie. Alors j'ai peint la grande composition, intitulée Luxe, calme et volupté. C'est une toile faite avec les pures couleurs de l'arc-en-ciel. Mais toutes les toiles de cette école, le divisionnisme, produisaient le même effet. Un peu de rose, un peu de bleu, un peu de vert, une palette très limitée avec laquelle je ne me sentais pas très à l'aise. Ce qui m'avait amené à l'idée de la juxtaposition des couleurs les unes près des autres. Chacune d'elles jouant un rôle pour exprimer une totalité, comme les différentes notes d'un accord de musique. Ceci m'amena à peindre par aplats. « 1905, c'est à Collioure, petit port situé à la frontière avec l'Espagne, que sa palette de couleurs se libère complètement. Ce voyage, Matisse ne le fait pas seul, car outre sa femme, Amélie, il est aussi en compagnie d'un autre peintre, le jeune André Derain. Nous avons travaillé sans répit, pareillement stimulés l'un et l'autre. Les méthodes employées en peinture par nos aînés ne pouvaient en aucun cas rendre la vraie représentation de nos sensations. Nous avons donc cherché des méthodes nouvelles. J'ai commencé avec l'idée de la touche définitive. Je posais ma couleur, c'était la première couleur de ma toile. J'y joignais une deuxième couleur. Et alors, au lieu de reprendre quand cette deuxième couleur ne paraissait pas s'accorder avec la première, j'en mettais une troisième, qui devait les accorder. Alors il fallait continuer ainsi jusqu'à ce que j'eusse la sensation que j'avais créé une harmonie complète dans ma toile, et que je me trouvais déchargé de l'émotion qui me l'avait fait entreprendre. Cet état d'âme est créé par les objets qui m'entourent et qui réagissent en moi. Depuis l'horizon jusqu'à moi-même. Le mur de la fenêtre ne crée pas deux mondes différents. L'espace ne fait qu'un depuis l'horizon jusqu'à l'intérieur de ma chambre-atelier. Lors du salon d'automne de 1905, qui se tient au Grand Palais à Paris, Matisse et Derain exposent leurs toiles peintes à Collioure. Ces couleurs pures, posées en de violents aplats, créent le scandale. L'un des grands critiques d'art parisiens de l'époque dit alors que c'est une salle où sont rassemblés des fauves. Le fauvisme, premier grand mouvement d'art moderne du XXe siècle, est né. Matisse en est désigné d'office le chef de file, même s'il garde une certaine distance avec cela. L'épithète fauve ne fut jamais acceptée par les peintres fauves. Nous l'avons toujours considérée comme une étiquette propagée par les critiques, et rien de plus. Au salon, l'apothéose fauviste se trouve dans La femme au chapeau.
portrait de son épouse, dont le visage est volontairement taché de vert, de jaune, d'orange et de bleu. Et lorsque des amis peintres lui demandent quel genre d'habit avait bien pu porter Amélie ce jour-là, Matisse répond, le plus malicieusement du monde, « Évidemment, noir. » Début 1906, Matisse pousse encore plus loin cet esprit de provocation et de libération, avec une toile qui va devenir une de ses œuvres les plus emblématiques, La joie de vivre. Quand je mets un vert, ça ne veut pas dire de l'herbe. Quand je mets un bleu, ça ne veut pas dire du ciel. Il fallait sortir de l'imitation, même celle de la lumière. Le fauvisme est venu du fait que nous nous placions tout à fait loin des couleurs d'imitation et qu'avec des couleurs pures, nous obtenions des réactions plus fortes. Si forte que la toile fait sensation au Salon d'automne de 1906. Surtout, elle fait de Matisse le plus moderne des peintres modernes. Picasso perçoit le fauvisme comme un défi et y répond dans les mois qui suivent par le cubisme, avec un tableau tout aussi novateur et choquant pour l'époque, Les Demoiselles d'Avignon. Mais Matisse, qui n'a que faire de cette compétition, commence à regarder plus loin que le sud de la France, c'est-à-dire de l'autre côté de la Méditerranée. J'ai toujours beaucoup aimé l'Orient, vers lequel je suis sans cesse attiré. Il s'y aventure une première fois, lors d'un séjour en Algérie qui l'emmène aux portes du désert, à Biskra. J'ai trouvé une oasis superbe, une chose fraîche et jolie au milieu du désert, avec beaucoup d'eau qui serpente dans les palmiers. La première fois que j'ai vu le désert, je n'ai rien vu parce que j'étais obsédé par les imaginations de mon enfance. Je cherchais toujours la mer à l'horizon. Par le soleil, et c'est presque toujours ainsi. La lumière est aveuglante. De ce bref séjour en Algérie, il ne rapporte qu'une seule petite toile, marquée des aplats de couleurs du fauvisme. En revanche, il rapporte de ce voyage des tapis, des étoffes et des céramiques, commençant ainsi à se constituer une palette d'objets que l'on retrouvera régulièrement dans ses tableaux, et ce jusqu'à la fin de sa vie. Mais Matisse, qui s'installe à Issy-les-Moulineaux en 1909, ne reprendra contact avec l'Orient que progressivement. Après avoir visité la grande exposition d'art musulman organisée à Munich en octobre 1910, il se rend en Espagne dès le mois suivant pour y poursuivre sa découverte de l'Orient à travers l'art arabo-andalou. Il visite la grande mosquée de Cordoue, mais aussi l'Alhambra à Grenade. Cet art suggère un espace plus grand, un véritable espace plastique. J'ai trouvé là une nouvelle confirmation. Tout ce que je vois ici m'inspire beaucoup, tandis qu'à Paris, avec le ciel gris, je suis bien paralysé. À Séville, il achète ce grand tissu bleu foncé avec des grenats et des fleurs ocre, qui lui permet de travailler à son gré le motif de l'arabesque qui le fascine, et qu'il ne va cesser de revisiter sous diverses formes tout au long de sa vie. Cette étoffe arabo-andalouse se retrouve dans son tableau « L'Atelier rose »,
qui représente en fait son atelier d'Issy-les-Moulineaux. Mais sa vraie grande rencontre avec l'Orient vient enfin lors du double voyage qu'il effectue en 1912-1913 au Maroc, à Tanger, en compagnie de son épouse. Par une mer un peu mouvementée, mais du plus pur bleu, le bateau glisse sans roulis ni tangage. L'horizon à gauche est bordé par quelques nuages, et à droite par les montagnes de la côte d'Espagne, que nous n'avons pas perdu de vue depuis les Baléares. Mais leur séjour commence difficilement, car le soleil n'est pas au rendez-vous. J'ai été bloqué à l'hôtel de France, qui est au sommet de Tanger. Nous n'avons vu que pleuvoir sans cesser. Une pluie diluvienne qui a duré plus d'1 mois. Et une fois la pluie terminée, il est sorti de terre des merveilles de fleurs bulbeuses, de verdure. Et toutes les collines qui entourent Tanger, de couleur peau de lion qu'elles étaient, sont devenues d'un vert extraordinaire, avec des ciels un peu tourmentés, comme dans les tableaux de Delacroix. J'ai peint dans un grand domaine. J'ai travaillé dans un coin qui était planté de très grands arbres, épanouissant très haut leur feuillage. Le sol était couvert d'acanthes. Je n'avais jamais vu d'acanthes. J'ai travaillé là pendant assez longtemps, peut-être 1 mois et demi. Se promenant aussi dans la médina tangéroise, il multiplie les vues de petits édifices blancs qui captent la lumière de manière originale. C'est au cours de ses explorations de la vieille ville que Matisse découvre un petit café qui va lui inspirer l'un des plus grands tableaux de sa période marocaine. Ce petit café a une salle très gentille. C'est très intime. J'y suis entré parce que je travaillais à côté et j'entendais jouer du violon. La curiosité m'a poussé à voir le musicien. Et pour l'étonner, j'ai pris son instrument et j'ai charmé tout le café. De ce séjour marocain vont naître au total une 20aine de toiles d'une surprenante beauté. Une place toute particulière revient à ce que Matisse lui-même a nommé le triptyque marocain. Les 3 tableaux ont été combinés pour être placés ensemble et dans un sens donné. La vue de la fenêtre vient à gauche, la porte de la Casbah à droite et la terrasse au milieu. La figure humaine se retrouve ainsi placée au centre, point focal du triptyque. On y voit Zora, une prostituée qui est le modèle marocain favori de Matisse. Ici, elle semble presque en lévitation. La terrasse n'étant qu'à peine suggérée, les lignes de perspective étant presque totalement annulées par le vide de l'aplat vert dans lequel flottent même les babouches. Tanger a fait forte impression sur lui et va occuper son esprit dans les années qui suivent, alors que le monde s'engouffre dans la Première Guerre mondiale. Matisse se replie sur son œuvre, qui prend alors une tonalité plus sombre. Mon tableau, Les Marocains, représente le début de mon expression par les noirs et leurs contrastes. Il m'est difficile de décrire cette peinture avec des mots. Ce sont des figures de Marocains étendues sur une terrasse avec des pastèques et des coloquintes. Les orientaux se sont servis du noir comme couleur. Les impressionnistes avaient chassé le noir de leur palette, je l'y remettais, en bonne place. Car le noir non seulement est une couleur, mais aussi une lumière. La révélation m'est donc venue de l'Orient. C'est un peu de cet Orient qu'il emporte avec lui lorsque, à partir de décembre 1917, il s'installe progressivement à Nice. Au début, j'habitais l'hôtel Beau Rivage.
De retour, l'hiver suivant, je suis allé à l'hôtel de la Méditerranée, où j'ai passé chaque hiver d'octobre à mai pendant 5 ans. J'ai ensuite pris un appartement en place Charles-Félix, au dernier étage, qui domine la place du marché et la mer. C'est un beau pays, Nice. Quelle lumière tendre et moelleuse malgré son éclat. Quand j'ai compris que chaque matin je reverrais cette lumière, je ne pouvais croire à mon bonheur. C'est un pays où la lumière joue le premier rôle. La couleur vient après. Mais c'est avec la couleur qu'on traduit cette lumière, bien entendu. Baigné par la lumière méditerranéenne, son atelier niçois se remplit des moucharabiers, tapis, étoffes, céramiques, paravents et tentures qu'il a rapportés d'un peu partout. Avec cette palette d'objets, Matisse se crée un univers bien personnel qui lui permet de poursuivre en rêverie ses voyages. Au sein de ce décor, il déguise ses modèles en odalisques, dont il fait, pendant plus de 10 ans, son sujet favori. Je les avais vus au Maroc, et je fus ainsi en situation de les mettre dans mes toiles sans faux semblant à mon retour en France. Observez bien ces odalisques. La clarté solaire y règne dans un flamboiement triomphal, s'appropriant couleurs et formes. Dans cette ambiance de relaxation alanguie, et sous cette torpeur solaire qui baigne les choses et les êtres, une grande tension couve qui est d'ordre spécifiquement pictural. Au milieu de cet univers d'odalisques, Matisse poursuit avec son épouse Amélie sa vie relativement bourgeoise de peintre désormais installé et reconnu. L'artiste, qui a tout juste 60 ans, n'a plus rien à prouver à quiconque. Et pourtant, c'est précisément à ce moment où il est au fait de sa gloire et de la reconnaissance qu'il traverse une profonde crise existentielle, hanté par le sentiment de ne plus se renouveler. Une fois encore, le voyage sera pour lui le seul moyen d'y remédier. Quand on a travaillé longtemps dans le même milieu, il est utile d'arrêter à un moment donné la marche habituelle du cerveau par un voyage qui en repose certaines parties et en laisse affluer d'autres. Comme j'ai toujours été très pris par les caractères de la lumière dans laquelle baignaient mes sujets de contemplation, je me suis souvent demandé quelle pouvait être sa qualité particulière aux antipodes. Il n'a qu'une idée en tête. Enfin faire le grand voyage par excellence. Le voyage au bout du monde, dont il rêve depuis si longtemps. La Polynésie. Il part seul pour ce long périple qui, dans les années 1930, représente encore toute une aventure. Et de Nice, il se rend au Havre, où il embarque sur un paquebot transatlantique. Sa présence à bord est loin de passer inaperçue. Le chemin de la Polynésie passe par New York. C'est là pour Matisse un premier choc, totalement inattendu. Celui d'une modernité urbaine qu'il ne connaissait pas. La première fois que j'ai vu l'Amérique, c'est-à-dire à New York à 7 heures du soir, ce bloc noir et or dans la nuit se reflétant dans l'eau, je fus complètement extasié. Quelqu'un disait près de moi sur le bateau, « C'est une robe pailletée », ce qui m'aida à préciser ma vision. New York m'apparaissait comme une pépite d'or. Plus tard, en touchant le trottoir de la 5e avenue, je fus véritablement électrisé. Quand on est dans la rue, le gratte-ciel nous donne la sensation d'une dégradation de ton qui va de la base jusqu'au sommet. À partir du 10e étage, c'est le ciel qui commence, parce que la maçonnerie est déjà mangée par la lumière. La lumière et ses reflets enlèvent la matérialité du bâtiment.
la dégradation d'un ton qui s'évanouit dans le ciel en prenant la douceur de la matière céleste avec laquelle il se confond, confère aux passants une sensation d'allègement tout à fait inattendue pour un visiteur européen. Je trouve New York merveilleux. L'atmosphère est si sèche. C'est une lumière très pure, immatérielle, une lumière de cristal. Matisse, qui pour la première fois de sa vie s'est acheté un appareil photo, se met à photographier la ville, s'attachant avant tout à capter les jeux d'ombre et de lumière sur les gratte-ciel. C'est un nouveau monde. C'est grand et majestueux comme la mer. Et en plus, on sent l'effort humain. Dans le voisinage des gratte-ciel, la sensation de liberté par la possession d'un plus grand espace s'affirme pleinement. Pourquoi tout le monde m'a dit que ça ne me plairait pas? Depuis que je suis ici, j'ai 20 ans de moins. Le trajet vers la Polynésie se poursuit par un long voyage en train à travers l'Ouest américain, qui crée une rupture encore plus accentuée avec le vieux monde d'où il vient. Je suis arrivé à San Francisco où les peintres me sont tombés dessus, en me disant « Vous êtes là, on va faire un grand banquet ». J'ai dit « Ce n'est pas possible ». Je me suis embarqué sur le bateau le Tahiti. Il appartenait à une compagnie anglaise et allait de San Francisco à la Nouvelle-Zélande. Pour l'artiste sexagénaire qu'est Matisse, ce voyage est un vrai défi. Il est accueilli à Papeete par Étienne et Pauline Schill, qu'un ami lui a recommandé. Pauline et Étienne sont tous les deux des métis, des demi, comme on dit à Tahiti. Ils n'ont que 26 et 27 ans, mais tous deux vont s'occuper avec grande attention de ce vieux peintre qu'on leur envoie. Et dans leur grande buick, ils lui font découvrir les lieux, le véhiculant autour de l'île pendant de longues heures. Une amitié se crée entre eux. Il prend de nombreuses photos du couple, mais aussi de Pauline seule, dont la beauté métisse l'intrigue un peu. Matisse loge à l'hôtel Stuart, qui est alors l'un des bâtiments les plus hauts de Papeete. La montagne vue de ma terrasse. C'est une petite ville pas bien extraordinaire. Une petite ville coloniale de 3000 habitants, écrasée par une montagne de plusieurs milliers de mètres, qui est verte du bas en haut. La verdure est partout, foncée, très riche, semblable à peu près à la verdure des acanthes. Je trouve tout merveilleux. Paysages, arbres, fleurs et gens. Curieux de cette vie si différente, il observe les Polynésiens dans leurs activités quotidiennes, tout en restant à distance, se faisant discret. La seule rencontre qu'au bout de quelques semaines s'autorise vraiment Matisse, c'est avec les cinéastes Robert Flaherty et Frédéric Murnau, qui, eux aussi de passage, sont installés à la pointe sud-est de l'île. Ils sont là pour tourner les dernières scènes de leur film Tabou. Comme Matisse, ils sont internationalement célèbres. Cinéphile, il a une grande admiration pour ces deux cinéastes. Mais à Tahiti, c'est surtout avec Murnau qu'ils semblent plus facilement se lier, du fait que ce dernier parle parfaitement français. Murnau est un homme très cultivé qui s'intéresse aux arts d'une façon particulière et qui connaît bien notre peinture. Les cinéastes ont choisi des sites superbes,
pour les dernières scènes de leur film, dont un étonnant Motu, un îlot corallien où ne poussent que quelques cocotiers. Murnau invite Matisse à se joindre à lui pendant plus d'une semaine. J'ai habité chez lui dans une petite case. Notre confort extrêmement réduit nous forçait à déjeuner sous une moustiquaire et à nous coucher avec le soleil. Pour ne pas gêner le tournage de Tabou, il se fait discret, s'occupant à faire ses croquis, voire à ne rien faire du tout. Parfois, Murnau s'arrête de tourner et fait une photo de Matisse. Et à l'occasion, tous deux, étant épris de canotage, vont pagayer ensemble dans le lagon. Étonnante rencontre du cinéma et de la peinture, sur une pirogue, au bout du monde. Pour Matisse, c'est le choc d'une altérité totale. Altérité telle qu'il va mettre temporairement la peinture de côté. Il ne peint qu'une seule toile au début de son séjour à Tahiti. Un paysage dans lequel il tente de saisir quelque chose de ce que la nature polynésienne provoque en lui. Mais, insatisfait du résultat de ce qu'il appelle lui-même une simple pochade, il délaisse ensuite le chevalet et se contente occasionnellement de crayonner de rapides relevés d'impression qu'il garde pour plus tard. Et pour le reste du temps, il s'abîme dans la pure contemplation de la beauté de Tahiti. Je m'arrête d'écrire pour regarder autour de moi. J'ai la montagne et ses pentes garnies de cocotiers. Derrière moi, la mer avec une bordure d'arbres un peu découpée à la japonaise. L'écume blanche du récif à 1 kilomètre. La lumière et les couleurs telles que je ne les avais jamais vues auparavant. Et pourtant, je vis depuis des années dans le sud. Absorbé par l'ambiance, sans idée devant la nouveauté de tout ce que j'y voyais. Anéanti, emmagasinant inconsciemment beaucoup de choses. Mais Matisse ne se contente pas de Tahiti et veut absolument pousser l'aventure du dépaysement encore plus loin. J'ai fait un petit voyage dans les îles Tuamotu, qui sont souvent au niveau des flots, des îles de corail. J'ai été dans une de ces îles à Pataki, parce que c'était l'île qui paraissait la moins menacée par les cyclones. J'ai aussi été un peu plus loin dans l'île de Fakarava, qui est le morceau d'un anneau de madrépore corallien. C'est là qu'il trouve enfin ce qu'il est venu chercher si loin. La mer et le ciel, seulement. C'est-à-dire ce qu'il y a de plus simple au monde. L'eau de la mer est d'une pureté tout à fait primitive. Le ciel extrêmement pur aussi, car il n'est pas troublé par le vent. Impression d'un bleu infini que Matisse traduira volontairement dans ses deux œuvres, qui peuvent aisément se fondre l'une dans l'autre, en une synthèse visuelle parfaite de son expérience polynésienne. Lagon, ne seriez-vous pas une des 7 merveilles du paradis des peintres? Très facilement, on entre dans l'eau qui est toujours tiède. On s'assoit sur un morceau de corail et à l'aide d'une boîte munie d'un fond en verre, on regarde l'intérieur de l'eau. L'eau du lagon est couleur gris jade vert, colorée par le fond très près. Les coraux branchus et leur variété de couleurs tendres, pastel, autour desquels passent des bandes de petits poissons, bleus, jaunes et zébrés de brun. J'ai vu de grosses truites de mer entre deux eaux, qui étaient comme de gros dirigeables noirs foncés,
et dans le fond, des requins en train d'évoluer. Je plongeais ma tête dans l'eau, transparente sur le fond absinthe du lagon, les yeux grands ouverts. Et puis brusquement, je relevais la tête au-dessus de l'eau et fixais l'ensemble lumineux. La lumière du Pacifique, des îles, est un gobelet d'or profond dans lequel on regarde. Elle a une qualité enivrante pour l'esprit. C'est comme si la lumière s'immobilisait pour toujours, comme si la vie se figeait dans une attitude magnifique. Oui, j'ai été vraiment surpris par ce que la lumière a d'extraordinaire dans ces parages. Tout cela est un peu affolant. Il y a trop de choses à voir. Je ne suis pas sûr de faire quelque chose. Je goûte un vrai repos d'esprit, comme je n'en ai presque jamais eu. Mais bientôt, le séjour polynésien tire à sa fin. Mathis a des engagements et doit rentrer en France. Je suis revenu à Marseille, un peu apeuré par le bruit. L'exiguïté des rues, les maisons si dures. De là, je suis passé à Nice. C'était au mois d'août. J'ai trouvé la verdure extrêmement pauvre. J'étais un peu désillusionné de retrouver la Provence. Je ne la voyais plus. Dans mon atelier de Nice, j'avais travaillé plusieurs mois sur un tableau sans le finir, avant de partir pour Tahiti. En rentrant, je repris mon tableau et y travaillais tous les jours. On reprend son chemin avec plus de certitude quand la préoccupation de la partie antérieure du voyage reprend possession du cerveau. Mathis termine alors, en quelques semaines seulement, ce tableau où l'influence polynésienne ne se fait pas encore sentir. Ce n'est que quelques années plus tard, à partir de 1935, que la Polynésie refait progressivement surface dans son œuvre, avec une série de fenêtres à Tahiti, sous forme de peintures, de panneaux et de tapisseries. Cette influence latente s'affirme encore plus à partir de 1941. Mathis a frôlé la mort, suite à une opération chirurgicale, et il se retrouve condamné à une relative immobilité qu'il va transformer en un long voyage intérieur. Il m'est défendu sur tous les voyages en véhicule quelconque, même en wagon-lit. Mais après avoir frisé la mort de si près, j'en sors comme par miracle. Et il me semble être dans une seconde vie. C'est surtout une seconde vie artistique qui s'ouvre à lui, marquée par une créativité d'une intensité exceptionnelle, où se mêlent l'azur de la Méditerranée et l'outre-mer du Pacifique. Je suis fait de tout ce que j'ai vu. Tenez, je suis comme un hydravion. Il s'agit de décoller. Il ne peut le faire que parce qu'il a des flotteurs qui le portent, Puis il s'envole. Ce n'est pas avec ses flotteurs qu'il s'envole. Une fois qu'il vole, il a oublié ses flotteurs. Ils ne lui servent plus à rien. Les flotteurs, c'est tout ce que vous voudrez. Le Louvre, les maîtres, tout ce que j'ai connu. Les souvenirs de ces voyages vont continuer à lui servir d'inspiration principale. C'est tout particulièrement le cas lorsqu'il s'installe dans les hauteurs de Nice pour se mettre à l'abri des dangers de la Seconde Guerre mondiale.
Je suis venu à Vence pour éviter les bombardements. Le tout me paraît si loin de Nice que je place dans ce milieu tous mes souvenirs de Tahiti. Je revis ma vie. Lorsque la brise m'amène une odeur de bois ou d'arbres brûlés, je sens le bois des îles. Et je crois quelquefois que mon séjour à Tahiti m'a enrichi l'imagination. Et que toute cette belle et somptueuse lumière, dont je ne pouvais me rassasier, ressort maintenant dans mon travail. Sous la forme d'images obsédantes, madrépores, coraux, poissons, oiseaux, méduses, éponges. J'ai atteint une forme décantée jusqu'à l'essentiel. Les détails diminuent la pureté des lignes. Ils nuisent à l'intensité émotive. Je vais à la sérénité par la simplification des idées et de la plastique. Je découpe dans la couleur. C'est le moment où ma main chante d'elle-même. Matisse s'exprime désormais la plupart du temps par une ligne ondulatoire, qui tient à la fois de l'arabesque orientale et de l'algue polynésienne. Dans ce qui est sa grande innovation esthétique de cette dernière période de sa vie, les papiers gouachés découpés. Regardez ces femmes bleues, cette perruche, ces fruits et ces feuillages. Ce sont des papiers découpés. Et c'est de l'arabesque. L'arabesque s'organise comme une musique. Et elle a son timbre particulier. Cette quête de la lumière par la couleur trouve son apothéose dans les dernières années de la vie de Matisse, avec la décoration de la chapelle du Rosaire à Vence, qui va l'occuper 3 longues années. J'ai fait cette chapelle avec le seul sentiment de m'exprimer à fond, de mettre en application les recherches de ma vie tout entière. Je voudrais en faire mon chef-d'œuvre. Mon but principal était d'équilibrer une surface de lumière et de couleur avec un mur plein, au dessin noir sur blanc. Ces vitraux sont composés de verres de 3 couleurs, bien décidées. Ces couleurs sont tout à fait ordinaires quant à la qualité. Elles n'existent dans la réalité artistique que par leur rapport de quantité, qui les magnifie et les spiritualise. Je veux que les visiteurs de la chapelle éprouvent un allègement d'esprit, que même sans être croyants, ils se trouvent dans un milieu où l'esprit s'élève, où la pensée s'éclaire. Ma seule religion est celle de l'amour de l'œuvre à créer. Et les différentes lumières que j'ai goûtées m'ont rendu plus exigeant pour imaginer la lumière spirituelle dont je parle. Dans mon art, j'ai tenté de créer un milieu cristallin pour l'esprit. Cette limpidité nécessaire, je l'ai trouvée en plusieurs lieux du monde. Au bout de toutes ces années et de toutes ces expériences, Matisse s'est constitué une palette unique, issue de tous ses souvenirs de voyage qui l'ont amené à une vision de plus en plus épurée de son art. Et en procédant de la sorte, il s'approche au plus près de l'abstraction, dans un souci de dépouillement,
se retrouvant ainsi au seuil de ce qui va devenir l'art contemporain. Je sais que c'est bien plus tard qu'on s'en rendra compte combien ce que je fais aujourd'hui était en accord avec le futur. Une ère nouvelle s'ouvre. J'ai compris que tout le labeur acharné de ma vie était pour la grande famille humaine, à laquelle devait être révélée un peu de la fraîche beauté du monde par mon intermédiaire. Je n'aurais donc été qu'un médium.